Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. C'est un cri d'alarme, la précarité alimentaire augmente et les prix montent en flèche. Près d'1 Français sur 6 a du mal à se nourrir. Face à l'urgence, certains collectifs organisent des distributions alimentaires et nous nous rendrons à Nîmes avec notre partenaire Via Occitanie. Dans ce journal également, un débat brûlant. Faut-il imposer une taxe sur les rendez-vous médicaux manqués? Le gouvernement prévoit une pénalité de 5 € pour chaque absence non justifiée. Cette mesure provoque la colère de nombreux patients, surtout en Martinique. Avec Via ATV, nous nous rendrons sur l'île dans un reportage exclusif. Et puis, retour du froid, la neige refait surface. Dans les Vosges, un manteau de 60 cm de neige enveloppe le paysage. Le spectacle est rare pour la saison, même s'il est magnifique. Et ça attire les visiteurs, vous le verrez, nous y reviendrons avec notre partenaire Vosges Télévision. Entrée dans la magie bretonne, la saison des Fest-Noz est lancée. Ce festival est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une tradition historique et à Brest, ils sont des milliers à en profiter. Nous y reviendrons en fin de journal avec nos partenaires TBO et TB Sud, les chaînes du groupe Le Télégramme. Précarité alimentaire en hausse, il frappe nos territoires et les prix continuent d'augmenter. Près d'1 Français sur 6 ne mange pas à sa faim, une situation qui s'est accélérée depuis 2 ans. Face à cette urgence, des collectifs se mobilisent. À Nîmes, cette association propose des distributions alimentaires avec le soutien de la Banque alimentaire et des producteurs locaux. Un reportage signé Olivier Michel pour notre partenaire Via Occitanie sur place. Regardez. C'est l'expression d'une France qui fait face à une précarité croissante. Selon le baromètre de la pauvreté 2023, près d'1 Français sur 2 rencontre des difficultés à assurer ses dépenses, actes médicaux, énergie ou alimentation. Dans la file d'attente improvisée sur le trottoir, des personnes âgées, des femmes seules et même des enfants. On ne devrait pas avoir ces queues de gens qui viennent chercher des produits gratuits. Bon, c'est malheureusement à l'image de la situation de notre époque, avec 20% d'inflation ces 2 dernières années sur les produits alimentaires. Et malheureusement, la queue ne diminue pas. Chaque année, nous avons de nouvelles personnes qui arrivent, des petits retraités, des familles monoparentales, des travailleurs pauvres aussi. Cette semaine, j'ai eu une dame qui était fonctionnaire, qui travaille dans une ville et qui n'arrivait pas à joindre les 2 bouts, quoi. Compote, jus de fruits, mayonnaise ou gâteaux comme ces panettones sont distribués, des produits encore comestibles en date de consommation minimale et qui réjouissent les bénéficiaires. Là, ce sont des choses que vous n'auriez pas pu vous acheter? Ah non, ça c'est sûr que non, c'est pas possible. Parce que moi je suis une mère seule, isolée, donc du coup c'est compliqué pour moi, ouais. Il y a des machins comme ça, en temps normal, je ne peux pas acheter ça. Quand je parle d'une grosse retraite, donc... C'est pas nous qui faisons la vie chère, c'est ceux qui nous dirigent. Et ils créent ça, et heureusement qu'il y a des gens qui aident, voilà. C'est une aubaine, là maintenant je peux économiser pour le mois et profiter. Merci beaucoup. Le stock de denrées a été écoulé en 1 heure. En France, selon l'INSEE, des chiffres qui remontent à 2021, 9,1 millions de personnes vivaient au-dessous du seuil de pauvreté, établi à 1 158 € par mois. Et la précarité ne touche pas seulement l'alimentation, mais aussi le logement. En France, chaque soir, plus de 300 000 personnes dorment dehors. Face à cette réalité alarmante, des entreprises ouvrent leurs portes pour héberger les sans-abri. Avec le télétravail, les bureaux ne sont occupés que 30% du temps. Un reportage de Fanny Savard pour notre partenaire 8 Mont-Blanc en Savoie. Regardez. Il est 17h30. Les locaux de Haute-Savoie Habitat se vident petit à petit. Si tous les employés quittent un à un les bureaux, c'est l'heure pour Aziz de rentrer chez lui. Chez lui, c'est ici, dans cette salle de réunion. Hébergé temporairement depuis novembre, ce Guinéen a traversé le Maroc, puis l'Espagne, avant d'arriver en France. Je connais un tout petit peu que la rue parce que j'ai tapé 2 semaines dans la rue pendant l'hiver. Ça m'a beaucoup fatigué. Et... Bon, c'était les moments les plus difficiles dans ma vie que j'ai vécu. Il cherche très vite à s'occuper et intègre l'association anécienne La Corderie, où il rend des services quotidiennement. Logé quelques jours par-ci par-là chez des membres de l'association, ces solutions temporaires ne conviennent plus au jeune homme qui s'est inscrit en BTS Maintenance des systèmes de production. Quand il a repris ses études, quand il est allé au lycée, ben là, il ne pouvait pas se promener avec son sac, dormir dans la rue, ne pas savoir où il allait dormir, il fallait qu'il puisse étudier. Et on avait entendu parler des bureaux du cœur.
Aziz est le 5e invité de Haute-Savoie Habitat depuis le lancement du dispositif. C'est ici que je mets mes vestes, là. Pour en faire partie, les personnes doivent répondre à des critères précis, pas d'animaux, pas d'addiction, un suivi social par une association et elles doivent être seules. En fait, on était une quinzaine à être convaincus d'avance du dispositif. Et après, pour les autres collègues réticents de savoir que quelqu'un allait venir dans les bureaux en leur absence, on a présenté le dispositif dans un échange de vidéos, en fait, une réunion vidéo pour pouvoir leur présenter et leur expliquer comment ça fonctionnait, d'où venait la personne et sous quelles conditions elle venait. Si, au départ, certains employés étaient méfiants, aujourd'hui tous se sont habitués à la présence du jeune homme qu'ils croisent parfois tôt le matin ou tard le soir. Il a une partie du frigo dans notre cuisine qui lui est dédiée, où chacun peut mettre un petit quelque chose, 1 litre de lait ou un petit bout de repas ou des choses comme ça qu'on a envie de partager avec lui. Des petites attentions bienvenues pour Aziz, dont le contrat de bail a été prolongé de 3 mois. Et puis, je vous le disais dans les titres, le gouvernement agit contre les rendez-vous médicaux manqués. Chaque année, 27 millions de consultations sont perdues à cause des patients qui ne se présentent pas. En réponse, le Premier ministre Gabriel Attal propose une pénalité de 5 € baptisée taxe lapin. Mais cette mesure suscite la colère de nombreux patients, notamment en Martinique, où les déserts médicaux sont un fléau déjà. Un reportage signé Loïc Régis pour notre partenaire Via ATV sur place. C'est une pilule qui aura sûrement du mal à passer pour les patients si le gouvernement avance davantage dans son projet de taxe lapin. Ce dernier prévoit une pénalité de 5 € pour un rendez-vous médical non honoré, à moins qu'il ne soit annulé 24 heures avant la consultation. Mais pourquoi taxer financièrement? Donc comme le gouvernement est en faillite, tous les moyens sont bons pour récolter de l'argent sur le dos des plus démunis et je trouve ça scandaleux. Encore comme une mesure qui tend juste à, encore une fois, prendre de l'argent sur une société qui est déjà en difficulté. Le patient peut être dans l'impossibilité de se déplacer, avoir un contretemps. Donc déjà, il faut payer la consultation quand nous ne sommes pas assurés. Donc s'il faut payer 5 € en plus, on ne va pas s'en sortir. Les rendez-vous pris en ligne seraient les premiers ciblés. Pour les plateformes de ce type, la mise en application de ce projet de loi pose de nombreuses questions. La gestion des coordonnées bancaires, la facturation des patients bénéficiaires de la CMU et au final, endosser le rôle du gendarme. En termes d'investissement, dès qu'on a des paiements qui se font en ligne, forcément il y a des commissions que prélèvent les opérateurs de paiement, donc ça nous coûterait en effet. Après en termes de sécurité, on fait déjà du paiement en ligne pour la téléconsultation et pour certains types de rendez-vous, donc ça ne changerait pas et on est déjà au niveau dans cette dynamique-là. Mais on estime quand même que c'est pas à nous en fait de faire ça, c'est pas notre travail. On est une plateforme de mise en relation entre des patients et des praticiens. On n'est pas là pour punir des patients, c'est pas du tout notre philosophie ni notre façon de faire. Avec environ 100 000 consultations enregistrées par mois, le taux d'absentéisme des patients se situe ici entre 4 et 10%. Pour les responsables du site, la pédagogie serait le meilleur des remèdes pour lutter contre les poseurs de lapins. Je pense qu'il y a plus de choses à faire en amont, de prévention, d'informer les patients sur le fait que voilà, être absent, ça veut dire que ça empêche d'autres patients d'avoir accès à un soin. Si les contours de cette taxe restent encore à définir, le gouvernement espère mettre cette loi en application à partir du 1er janvier 2025. Et puis retour sur cette visite ministérielle en Sarthe, une nouvelle usine qui fabrique des gants jetables en nitrite à destination des hôpitaux a été inaugurée par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Plusieurs élus locaux étaient présents, l'entreprise a investi près de 88 millions d'euros. À la clé, plusieurs centaines d'emplois seront créés. Un reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Un ruban tricolore, symbole d'une industrie qui revit. Une partie de l'ex-usine Arjowiggins reprend des couleurs, du bleu-blanc-rouge précisément, pour inaugurer un site unique en France, prêt à produire 900 millions de gants médicaux par an. On a aujourd'hui dans nos hôpitaux des gants qui viennent du bout du monde, des masques qui viennent du bout du monde. Ça fait 30 ans qu'on ne fabrique plus de gants en France. On est aujourd'hui capable de réconcilier un enjeu extrêmement important qui est celui de la souveraineté. Si jamais un jour, je ne le souhaite pas évidemment, on se retrouve dans une situation telle qu'on a vécu en 2020, on aura ici près de chez nous des gants fabriqués en France. 29 mars 2019, l'usine ferme ses portes. La liquidation judiciaire est prononcée
Plus de 500 salariés sont licenciés, une douleur immense. Ça fait 3 mois qu'on attend le verdict et il vient de tomber là ce matin. Et puis je suis en peine parce qu'on nous a laissé tomber, nous, alors qu'on était à la hauteur. La fin d'une ère, un traumatisme pour toute une ville qui vivait au rythme de l'usine. À côté des anciens entrepôts, presque à l'abandon, c'est désormais un bâtiment flambant neuf qui redonne espoir. 16 000 m², 96 000 gants fabriqués par heure. Une technologie de pointe, vantée comme plus écologique, qui devrait s'installer durablement en Sarthe. Le bâtiment et toutes les énergies ont été prévues pour qu'on double le capacitaire. Et donc ça veut dire 2 fois ce qu'on a aujourd'hui, donc 4 lignes de plus. On va d'abord digérer cet investissement de 100 millions d'euros et avoir l'assurance que le monde du privé suit également ce beau projet souverain pour passer dans la phase 2, sans doute pas avant 2027. Une phase 2 avec 300 emplois à la clé. De quoi redonner le sourire au maire de Bessay-sur-Bray. Je suis très heureux. Bon, déjà, je suis très ému parce que c'était attendu depuis longtemps. Et puis surtout, après avoir traversé cette période du désert, on va dire, on est ravis, parce que c'est quand même un espoir. Meinecker, sauveur de l'industrie sartoise, seul l'avenir nous le dira. C'est dans tous les cas une page noire de Bessay-sur-Bray qui se tourne peut-être définitivement. Et puis nous recevions l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko, dans notre émission politique Face au territoire, sur TV5 Monde, avec Ouest France, Nice Matin, France Antilles, le magazine Le Point, 20 minutes et le magazine Géostratégie. Je vous propose d'écouter Vadim Omelchenko, c'était sur TV5 Monde. Ici même le 23 septembre dernier, Alain Delon dialoguait avec votre président, Volodymyr Zelensky, en duplex de Kiev. Regardez cet extrait avec nous. Bonjour. C'est très sympathique. Je suis très heureux de vous voir et très heureux d'être en face de vous. Je vous remercie beaucoup. Et Dieu merci, il y a d'autres personnes qui s'engagent et qui soutiennent l'Ukraine. Voilà, c'était donc sur ce plateau même, à votre place même, Alain Delon, dialoguer avec votre président Volodymyr Zelensky, qui a décidé de lui attribuer une récompense exceptionnelle pour un étranger. Vous allez l'annoncer ce matin. Je tiens à vous dire que M. Delon, dès les premiers jours de cette guerre de la grande échelle, il a pris des positions à nous soutenir. Et donc le président a décidé. Alors son soutien, il était très important pour nous, parce que avec vous, avec votre plateau, il était diffusé par tout le monde, y compris la Chine, y compris le Japon, tout ça. Et alors, mon président a pris décision de décerner de M. Delon de cet ordre de mérite ukrainien. Je vous montre. Et j'aurai un grand honneur de transmettre cette médaille. Vous le savez, la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix agricoles. Et après plusieurs mois de manifestations, la colère des agriculteurs n'est pas près de cesser. La politique agricole commune européenne en cours de révision ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les Hauts-de-France, ce betteravier réclame davantage de soutien. Un reportage de Jérôme Aubron pour notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Fin avril, le Parlement européen devra se prononcer sur la révision de la PAC, détricotant certaines règles environnementales pour assouplir les conditions d'accès des agriculteurs aux aides financières. Une révision que ce betteravier attend de pied ferme. En plein semis, alors que l'usage de néonicotinoïdes enrobés est interdit par l'Union européenne, il craint que la jaunisse n'ait raison de sa prochaine production. On a eu simplement une annonce de Mme Pannier-Runacher qui nous a simplement annoncé qu'on avait une dérogation d'usage pour utiliser 5 fois un produit apicide pour se débarrasser des pucerons. On attend une prise de conscience plus importante de la part du gouvernement et qui nous autorise en fait l'usage des produits qui sont utilisés par d'autres pays européens. La fin des jachères obligatoires, de la rotation des cultures, moins de contrôle sur les petites exploitations. Au regard de la nouvelle PAC, plusieurs revendications des agriculteurs semblent avoir été entendues. Des effets d'annonce pour les syndicats agricoles. On attendait vraiment que beaucoup de nos revendications soient inscrites dans le marbre en fait, et on n'arrive pas à mesurer vraiment tous les éléments et toutes les réponses finalement à nos attentes et à nos revendications lors des manifestations début mars.
Avec près de 10 milliards d'euros versés en 2022 aux agriculteurs, la France est le pays qui perçoit le plus d'aides de la PAC. L'enjeu est grand, alors qu'un autre dossier français, celui-ci, pourrait peser dans la balance, le projet de loi d'orientation agricole. Et puis le froid a fait son grand retour, accompagné de neige d'ailleurs. Dans les Vosges, plus de 20 cm est tombé. Le paysage est spectaculaire. Cette couche blanche s'est accompagnée de températures très froides. Un phénomène rare à cette période de l'année. Un reportage de Ludovic Bizilla et de Thomas Herman pour notre partenaire Vosges TV. Sur les crêtes vosgiennes, certains ont bien fait de ne pas ranger les raquettes. Aux Trois Fours, les dernières précipitations ont recouvert de blanc les sommets, de 10 à 30 cm de neige fraîche. Une sacrée surprise pour cette famille venue de Metz. Magnifique, la neige est excellente, 40 cm, là c'est impeccable. Il neige encore, bonhomme de neige, super. Apparemment en 2016, il y a déjà eu ça, il paraît. Mais bon, là c'est bien, là. Juste pour les vacances, les gens vont être contents. Hein. Selon les bénévoles de l'association Nivose, dans certains secteurs, le manteau neigeux s'élève à 60 cm. Un manteau très instable en raison d'un sol chaud. La plus grande vigilance reste donc de mise sur les pentes les plus raides. Ces randonneurs avertis se sont fait peur au sommet du Honeck. On est un peu stressé là-haut parce que ça souffle très fort et qu'il fait très froid. Et on ne se voyait pas faire 3 heures avec la neige jusqu'à la taille. Mais là, ici, c'est assez, ça va. Direction le col de la Stourte, un peu plus bas, à 1139 mètres. Le seul restaurant ouvert du secteur a facilement fait le plein. La petite pause déjeuner fait du bien? Effectivement, oui. On est en pause et on va repartir d'ici une petite demi-heure. Oui. Repartir en quoi? Repartir en randonnée, oui. Raquette, à pied? Non, on est à pied. On n'avait pas prévu les raquettes. Il n'était pas censé neiger. D'un jour à l'autre, voilà, il faut s'adapter, il faut être réactif. Mais voilà, après on a un petit peu chaud quand même, je vous le cache pas. La semaine dernière, on est 25 degrés. Et là, ici, le beau temps. Mais en fait, on profite voilà, jusqu'au bout de cette fin de printemps. Ouais. On pensait pas profiter de la neige pendant les vacances d'avril, mais c'est génial. Voilà, et puis la mauvaise météo n'arrête pas les cueillettes. En Moselle, cette récolte étendue sur 25 hectares propose des fruits et des légumes de saison et en libre service. Malgré les temps pluvieux, de nombreux habitués font le déplacement, de quoi faire vivre l'agriculture locale bien sûr. Un reportage signé Elisa Wittwich pour notre partenaire Moselle TV sur place. Il fait meilleur que dehors, donc voilà, je vous cueille une petite botte de radis. Estelle Tillman a l'habitude de cueillir des fruits et des légumes sur le site de Peltre, puisqu'elle le co-dirige avec son mari depuis 2017. Et en ce moment, sa préoccupation principale, c'est la météo. On a protégé en fait les tomates, on a mis des P17, c'est une couverture qui va les protéger. Donc ce qui nous embête parce qu'on ne peut pas les attacher, on ne peut pas les travailler les plants comme on le fait habituellement. Et on a mis des bougies, on a couvert aussi certains plants de fraisiers qui sont en fleurs, parce qu'en fait c'est très précoce cette année avec les chaleurs qu'on a eues les dernières semaines. Malgré les averses régulières, les adeptes de la cueillette étaient au rendez-vous. J'aime bien parce que d'une part on peut cueillir ses fruits et légumes soi-même, moi ça me fait une bouffée d'oxygène, puisque j'habite en ville, en appartement. C'est des produits locaux, donc en circuit court, donc je trouve que c'est un bienfait pour la planète. C'est agréable d'être dehors. En plus, c'est du circuit très court. Et ça, on y tient. Quand on peut, on le fait. Même si certains rebroussent chemin. La pluie, ça vous arrête pas? Bah si, c'est pour ça que je m'en vais. Mais j'ai déjà cueilli les framboises sous la pluie. Sur 25 hectares, la cueillette de Peltre vient tout juste de réouvrir ses portes pour la 32e fois cette année. Et puis nous recevions le président de la région Sud, Renaud Muselier, dans notre émission Territoire de France sur TV5 Monde. Président de la région depuis 2017, il œuvre notamment pour la préservation des 9 parcs naturels régionaux. Ces parcs sont réputés pour leur grande diversité et leur richesse. Chaque année, ils attirent des touristes venus du monde entier. Nous l'avons interrogé sur le sujet, je vous propose de l'écouter. La Provence, je crois que c'est un des noms qui est le plus connu au monde, enfin une marque qui est les plus connue. La Côte d'Azur, quand même, c'est mythique. La Riviera. C'est la Riviera, c'est quand même assez fantastique d'avoir la chance d'avoir ça chez nous. Les Alpes, ça bien sûr tout le monde connaît, mais en plus on a des sous-marques, c'est-à-dire quand vous allez dans le golfe de Saint-Tropez, quand vous allez dans le parc de Camargue, vous allez à Arles, à Avignon, on a des festivals, on a la terre de festivals, on a près d'1 millier de festivals tous les étés, donc on a une terre de culture, de loisirs. On a 9 parcs régionaux, on a
une bande littorale qui est protégée avec le parc de Camargue, avec le parc de Porquerolles, avec le parc des îles. On monte jusqu'au pied des Alpes, dans les Alpes-Maritimes. À l'intérieur des terres, on a toute une série de parcs comme les Gorges du Verdon, comme le parc des Alpilles, comme le parc du Mont Ventoux, et qui vont se coller sur les parcs du Mercantour ou le parc des Alpes, qui nous permet d'avoir donc en fait 2 ceintures et une bordure, 2 ceintures où à l'intérieur des terres ou en mer, il y a une protection mécanique pour arriver à faire en sorte que ce territoire qui est un lieu de tourisme de haut niveau avec beaucoup de population, on ait une gestion harmonieuse de ce développement économique, de ce développement touristique, tout en respectant notre environnement. C'est cet équilibre-là qui est difficile et que l'on peut faire grâce au parc. Donc c'est plus de 10 millions d'euros que nous investissons dans nos parcs. C'est un moment toujours très attendu par la filière viticole girondine. Chaque année, Bordeaux et plusieurs de ses célèbres châteaux organisent la semaine très spéciale des primeurs. De nombreuses personnes viennent déguster le dernier millésime tout en réalisant de bonnes affaires, vous allez le voir. Un reportage d'Yvan Branchy pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ils sont venus des 4 coins du monde. Négociants, importateurs, journalistes, tous se sont donné rendez-vous pour découvrir en avant-première le millésime 2023. Les premiers retours sont bons. Je pense que ce millésime est très bien, très frais. Il y a une magnifique énergie qui se dégage et je pense qu'il y a beaucoup de promesses et d'avantages. Au hangar 14, près de 130 domaines, membres de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, se sont retrouvés à l'occasion de la semaine des primeurs. Un rendez-vous incontournable pour la filière, même si cette année, les ventes s'annoncent moins importantes. On sent que là, ça a un petit peu baissé, mais je reste positive avec un bon millésime, avec un bon prix, un bon rythme de sortie. On espère redémarrer l'envie d'acheter des primeurs. Lié notamment au marché asiatique, ce ralentissement sur les 6 derniers mois entraîne une baisse des prix, entre 10 et 15% selon le président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux. Les Grands Crus représentent environ 1,5 milliard d'euros exportés. Mais c'est sûr que si on regarde dans le rétroviseur à court terme, les 6 derniers mois ont été ralentis, mais j'ai envie de dire, comme partout. Que ce soit dans les secteurs automobiles, la promotion immobilière ou même plus généralement le marché du luxe, vous avez un ralentissement. Donc il faut regarder ça sur le long terme, il y a beaucoup de signaux positifs. Des signaux positifs mis tout de même en avant durant cette semaine, car après la grande dégustation ce lundi, place à la découverte au cœur du vignoble, au sein de 6 châteaux, membres de l'Union des Grands Crus. Plongeons-nous maintenant dans un entraînement exclusif de la patrouille de France en Corse. Chaque année, les pilotes de la patrouille sont présents sur le tarmac de la base aérienne de Ventitseri-Solenzara en Haute-Corse. Lors de cette session, ils se préparent au survol maritime, une expérience unique au nombre de défis, vous allez le voir. C'est une étape clé pour les pilotes avant leur participation aux rendez-vous nationaux et internationaux. Pour l'occasion, le lieutenant-colonel Nicolas Mimari, directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, était au micro de notre partenaire Télé Paésé. Je vous propose de l'écouter. Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de poursuivre l'entraînement à la démonstration de la patrouille de France. Et le deuxième, qui est très spécifique, c'est de s'entraîner au vol maritime, au-dessus de l'eau, sur une surface plane où nous n'avons pas de repères ni géographiques ni topographiques. Il y a de nombreux pièges et c'est bien pour ça qu'on vient ici, c'est pour s'entraîner et se préparer aux nombreux meetings plages qu'on aura tout au long de la saison. Il peut y avoir des problèmes d'absence de vent, de mer d'huile, pas de repères, pas de vagues et c'est toute la complexité de ce survol que l'on vient travailler. C'est une tradition dans le Finistère. Le printemps des sonneurs lance la saison des fest-noz, une fête locale reconnue au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et à Brest, ils étaient des milliers à pouvoir profiter de la musique bretonne. Tout le monde était convié à cette fête et dans la bonne humeur, vous allez le voir, un reportage de nos partenaires TBO et TB Sud. Sur place, ce sont les chaînes du groupe Le Télégramme. Cornemuse, Bignou, Bombarde ont résonné. À l'occasion du printemps des sonneurs, une dizaine de bagades se sont donné rendez-vous dans la ville du Ponant. L'occasion de célébrer la culture bretonne. Chaque bagade a un petit peu sa touche personnelle, donc nous on essaie de montrer la nôtre. Depuis 26 ans maintenant, le public est toujours là en nombre. Donc ouais, c'est un bonheur. L'étape que tout le monde attend un petit peu, c'est le grand défilé. Donc là, ça permet justement de voir tous les groupes présents. Un défilé qui a attiré de nombreuses personnes, de l'amateur au néophyte. Il y en avait pour tous les goûts. C'était également l'occasion de découvrir l'ensemble des bagades réunies ce samedi. Non, moi je suis d'ici, mais c'est bien que quand il y a du monde qui vient d'autre part, ils puissent aussi découvrir
la culture bretonne, voir des bagades comme ça défiler, c'est quand même une expérience assez sympa, quoi. Je trouve que la musique bretonne, c'est notre patrimoine en fait, donc c'est important de transmettre aussi aux enfants notre culture, la culture bretonne. Petit frère qui est parti de la Bagade Quimper et c'est vrai que souvent on vient le voir, mais là il participe pas, mais du coup on est venu quand même. Un premier défilé de l'année parmi les multiples fêtes qu'on peut retrouver en Bretagne, c'est le début de la saison. Le temps d'une journée, Brest est devenu un fest-noz à ciel ouvert, une fête qui s'est terminée tard dans la nuit, place Wilson. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.